tous, je m'appelle Jean-Paul Kelmoué, je suis formateur et spécialiste en communication des entreprises. J'espère que vous et vos proches vous portez bien en cette période de confinement dû à la pandémie du coronavirus. Nous sommes dans un contexte pas facile à gérer de par le monde et j'espère que nous allons très vite sortir de cette situation et reprendre le cours normal de la vie. Mais en attendant, nous sommes obligés de faire avec ces moyens que nous avons pour l'instant, c'est-à-dire observer les gestes barrières qui nous sont recommandés pour essayer autant que possible de limiter la propagation du virus. Alors, dans cette lancée, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience de la formation et cela va se faire par d'une série de vidéos que je vais proposer par la suite. Déjà, je commence aujourd'hui par une espèce d'introduction pour ce qui est de la formation. Alors, déjà, la vidéo d'aujourd'hui va s'adresser à deux entités. D'abord, elle est adressée aux individus et également elle est adressée aux organisations. J'entends par organisation, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être des établissements, ça peut être des écoles. Je voudrais que cette vidéo d'introduction, que tout un chacun puisse s'y retrouver. Donc c'est pour cela que je parlerai des choses génériques, peut-être de temps à autre essayer d'accentuer dans un domaine spécifique, mais je crois que toutes les entités ou alors chacun pourra se retrouver dans cette vidéo parce que d'une façon ou d'une autre, nous faisons face à un moment donné à un besoin de formation, un besoin d'acquérir des compétences ou des aptitudes dans un domaine spécifique. Donc c'est pour cela que je parlerai de façon générique pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Déjà, il faudrait savoir qu'on ne fait pas une formation pour faire une formation. Je crois que ce soit pour un individu ou que ce soit pour une organisation, une formation doit répondre à un besoin spécifique. Pour un individu, par exemple, je crois que tout part des objectifs. Vous avez des objectifs que vous vous êtes fixés, des objectifs que vous voulez atteindre. Ça peut être des objectifs de vie personnelle, ça peut être des objectifs de carrière. Et sur la base de ces objectifs, vous devez procéder à une analyse des besoins en aptitude, des besoins de connaissances, des connaissances dont vous avez besoin d'avoir ou alors de mettre en pratique pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, vous avez nécessairement besoin d'un ensemble de connaissances, d'un ensemble d'aptitudes que vous allez mettre en pratique pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors, le besoin de formation se pose du moment où vous ne disposez pas de ces aptitudes, vous ne disposez pas de ces connaissances dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Alors, vous décidez de vous former, vous décidez d'acquérir ces connaissances pour pouvoir les mettre en pratique et atteindre l'objectif. C'est ça, généralement, pour les individus. Pour les organisations, le processus est presque le même, mais avec une certaine nuance. Déjà, pour les organisations, on suppose qu'au préalable, il existe des processus bien préétablis, des processus établis qui permettent, ou alors que l'organisation est censée appliquer pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, il y a des objectifs, par exemple, qui sont déjà fixés et maintenant, l'entreprise met sur pied un processus. Par exemple, je pourrais parler d'une méthodologie, on appelle ça des process. Un process qui est défini au sein de l'entreprise et qui permettra à l'entreprise de pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, il est important donc de savoir que la formation doit justement répondre à un besoin interne de l'entreprise de pouvoir mettre en pratique toutes les connaissances qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et dans ce sens-là, je conçois donc la formation comme un ensemble de plusieurs étapes. Et je l'ai structuré essentiellement en 6 grandes étapes. Donc j'identifie en cela 6 grandes étapes qui sont indispensables dans tout
dans tout système, que ce soit dans le cadre des individus, pour le cadre des individus, que ce soit dans le cadre des entreprises, il y a ces 6 étapes qui doivent absolument être mises en pratique, qui doivent être absolument suivies pour pouvoir garantir l'atteinte des objectifs de formation. Alors la première étape de ce processus, pour moi, c'est l'identification du besoin de formation. Il est important, dans un premier temps, que l'entreprise ou alors l'individu puisse pouvoir identifier ce besoin de formation. Alors, l'identification du besoin de formation prend en considération l'objectif à atteindre, prend en considération le processus indispensable pour atteindre les objectifs et également prend en compte les aptitudes, les acquis, les aptitudes que nous avons ou alors les aptitudes déjà disponibles au sein de l'entreprise. Pour ce qui est d'une entreprise, par exemple, elle doit comparer quelles sont les aptitudes ou alors les connaissances qui sont nécessaires pour l'atteinte des objectifs fixés et quelles sont les aptitudes disponibles. Alors, la comparaison de ces 2 aptitudes, de ce dont on a besoin et ce dont on a déjà, va pouvoir définir quel est l'écart de connaissances dont on a besoin. Et cet écart de connaissances va alors exprimer un besoin en connaissances supplémentaires, va exprimer un besoin en aptitudes supplémentaires. Et c'est dès lors que l'entreprise va pouvoir identifier cela comme étant un besoin de formation. Alors, une fois qu'on a identifié et qu'on a vraiment pu spécifier qu'il se pose un besoin en formation, il est nécessaire justement de pouvoir passer à l'étape suivante, la seconde étape, à mon sens, qui est l'évaluation du besoin en formation. Il ne suffit pas de l'identifier, il faudrait également pouvoir l'évaluer. Quel est le degré de connaissance dont on a besoin? Pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir évaluer le degré de connaissance? L'évaluation du degré de connaissance est important en ce sens que nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont un système matriciel, un système de fonctionnement matriciel. Alors, c'est-à-dire que un processus, un process, comme on le dit, généralement s'étale au sein de plusieurs départements, s'étale sur plusieurs équipes et à chaque niveau, il y a des responsabilités bien spécifiques, il y a des compétences bien spécifiques qu'il faille mettre en pratique dépendamment du département où on se retrouve. C'est-à-dire que dans ce sens, la formation, peut-être le besoin de formation ne va pas s'exprimer de la même façon selon les départements. Alors, l'évaluation du besoin de formation doit pouvoir donc tenir en compte quelles sont toutes les personnes, quelles sont toutes les entités, quels sont tous les départements qui sont concernés par cette formation. Quels sont les niveaux de connaissances qu'il faut à chaque niveau de responsabilité et pouvoir créer un profil type de la population cible ou alors des employés cibles à former. Je prends un exemple simple, il y a un processus qui s'étend, qui met en place, qui met en pratique, alors qui concerne à la fois les employés sur le plan au niveau de l'opération et les employés au niveau managérial. Alors, tous ces responsables, tous ces employés à quelques niveaux, à ces 2 différents niveaux, ont besoin d'une formation. Alors, la responsabilité de l'employé au niveau de l'opération n'est pas la même que la responsabilité de l'employé au niveau managérial. Ça voudrait dire que la formation qui va être dispensée doit tenir compte de ces différentes spécificités autant pour moi. Donc, du coup, il faudrait tenir compte de l'établissement du profil de la personne ou le profil des personnes cibles pour la formation. Alors, une fois qu'on a fait cela, qu'on a pu faire l'analyse du besoin de formation et qu'on a pu identifier quelle est la population cible, maintenant, il faut passer à ce qu'on appelle le training design. Il faut pouvoir concevoir la formation. Il faut concevoir la formation. Et dans la conception de la formation, vous devez tenir compte de 2 éléments très, très importants. La première chose dont vous devez tenir compte pour la conception de la formation, c'est l'objectif à atteindre. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre au travers de cette formation? Quel est l'objectif
principales ou alors et quels sont les sous-objectifs que vous voulez atteindre au travers de cette formation. Cela doit vous aider dans la conception de la formation. Le deuxième élément dont vous devez tenir compte, c'est le profil des participants. Comme on l'a dit précédemment, vous avez pu identifier quel est le profil des participants et maintenant vous concevez la formation en tenant compte du profil des participants. Il est important justement de tenir compte du profil des participants dans la conception parce que imaginez-vous, vous pourriez avoir des cas pratiques ou alors des exemples à énumérer lors de la formation. L'exemple doit pouvoir tenir compte du profil des participants. Des cas pratiques que vous devez faire doivent pouvoir cadrer ou alors l'orientation que vous allez donner à votre formation doit pouvoir tenir compte du profil des participants. Donc c'est pour cela qu'il est important dans la conception de la formation de tenir compte et de l'objectif de la formation et du profil des participants. Ça, c'est pour ce qui est de la troisième étape, la conception de la formation. Une fois qu'on a conçu la formation, on passe à la quatrième étape qui est la training delivery, comme on le dit, la formation proprement dit. La formation proprement dit. Et dans la formation, comprenez que la formation proprement dite ne se fait pas le jour de la formation. Il y a une étape avant la formation, il y a une étape pendant la formation, il y a une étape après la formation. Avant la formation, on tient compte plus des aspects logistiques. Et des aspects logistiques, par exemple, de quel matériel est-ce que vous avez besoin. Rassurez-vous que vous avez ce matériel à disposition le jour, disons avant la formation. Ça peut être le jour de la formation ou le jour d'avant, mais rassurez-vous que vous avez ce matériel avant la formation. Et également, avant la formation, rassurez-vous que tous les participants sont informés du jour de la formation, de l'heure de la formation, du lieu de la formation. Rassurez-vous que tous ces participants que vous avez identifiés ou alors toutes les personnes qui doivent prendre part à votre formation sont informés du lieu, du jour et de l'heure. Et pas qu'informés, rassurez-vous que vous avez une confirmation de participation. Donc il ne suffit pas de dire « Ok, nous avons fait la formation tel jour, à telle heure, à tel endroit ». Il faudrait également exiger que les participants confirment leur présence. Si ce n'est pas vous qui organisez la formation, parce que je sais que la plupart du temps dans les entreprises, il y a des équipes en charge de la formation, le formateur généralement vient juste former. Il faut vous rassurer auprès des équipes qui coordonnent la formation qu'ils ont la confirmation du nombre de participants. En quoi est-ce que la confirmation du nombre de participants est importante? C'est important en ce sens que vous, en tant que formateur, vous avez parfois la possibilité, ou alors, pas que vous avez parfois la possibilité, vous avez très certainement besoin, lors de la formation, de faire des groupes d'activités, d'avoir des groupes d'activités, de former des groupes pour des exercices pratiques. Alors, vous devez préparer ces activités pratiques avant la formation. Alors, il est important pour vous de savoir combien de personnes vont être là pour pouvoir savoir comment vous allez repartir les équipes. Ça, c'est important. Vous pouvez avoir besoin de faire des photocopies. Il est important de savoir quel est le nombre de participants pour pouvoir faire des copies adaptées à ce nombre. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment important de savoir le nombre de participants avant la formation. Donc ça, c'est avant la formation proprement dit. Et maintenant, le jour de la formation, vous avez aussi un certain nombre de choses qui doivent être prises en considération. Je parlerai de la présentation. Je ne vais pas insister là-dessus, je ne vais pas rentrer en détail parce que j'aurai une autre vidéo, une autre présentation j'aurai une autre présentation sur la présentation, si vous permettez, sur ce qu'on appelle le effective presentation, donc une présentation efficace. C'est quoi une présentation efficace? Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Juste pour vous dire que le jour de la présentation, il faudrait vous assurer une présentation efficace. Il faudrait tenir compte il faudrait observer votre audience, il faudrait observer les participants pour pouvoir savoir la dynamique que vous devez impulser, pour pouvoir les engager, pour pouvoir leur donner la possibilité de mieux assimiler la connaissance que vous êtes en train de transmettre, et également allouer des intervalles de pause en fonction de comment vous observerez la salle, en fonction de comment est-ce que vous observez l'audience.
il faudrait savoir à quel moment vous devez donner 5 minutes de pause ou alors à quel moment vous devez donner une pause un peu plus longue, aussi dépendamment de combien de temps est-ce que la formation prend. Donc, tenez compte de ça, tenez compte de l'audience, observez votre audience, sachez comment pouvoir les motiver à prendre la parole, à pouvoir les motiver à pouvoir participer. Donc, ça également, je dirais, ça va être compris dans une autre présentation par la suite. Donc voilà, pendant la formation et après la formation, vous savez, on s'améliore en tenant compte en fonction des avis, des feedbacks, on s'améliore avec le temps et en tant que formateur ou alors dépendamment, peu importe ce que nous faisons, nous essayons toujours de tendre vers la perfection. Et tendre vers la perfection suppose apprendre des erreurs précédentes. Donc lorsqu'on apprend de ces erreurs, on essaie d'améliorer, on avance. Et la meilleure façon d'apprendre de ce qui n'a pas marché avant, généralement, en fait, pour le cas d'une formation, c'est à travers des feedbacks, c'est à travers des feedbacks des participants, je veux dire. Donc, vous devez vous assurer, lorsque vous finissez votre formation, vous demandez, vous devez préparer une fiche de feedback pour pouvoir savoir qu'est-ce qui n'a pas marché ou alors qu'est-ce qui est amélioré. Donc, rassurez-vous que les participants vous fournissent ce feedback à la fin de votre formation. Et également, à la fin de la formation, après, lorsque vous avez certainement des documentations à faire parvenir aux participants. Par email, par exemple, rassurez-vous que vous leur envoyez ça, que vous avez des emails des participants pour leur envoyer des documentations, ou alors ce sont les imprimés que vous avez déjà sur vous, rassurez-vous qu'après la formation, vous le leur remettez. Donc, voilà pour ce qui est de cette étape, la formation proprement dit. Et nous passons donc à la 5e étape, qui est l'évaluation, non pas du formateur, mais l'évaluation de la formation. C'est important parce que, imagine, en fait, nous l'avons dit au départ, vous formez, voilà, la formation répond à un besoin exprimé, un besoin de connaissance, un besoin d'aptitude. Alors, il est tout à fait normal que vous puissiez évaluer si cette formation a pu combler ce besoin en connaissance. Et la meilleure façon d'évaluer, c'est au travers d'une évaluation, d'un test, comme on le dit, ou alors une certification. Ça dépend de la structure de l'entreprise. Il y a des entreprises qui exigent une certification dans un domaine pour pouvoir... Ça peut. Donc, disons, en général, vous devez faire un test de connaissance pour valider les acquis de la formation. Donc, rassurez-vous qu'il y a cette étape de validation des acquis, de vérification des acquis de la formation. Et je sais que dans des entreprises, parce que je suis formateur également en entreprise, il y a généralement une évaluation, il y a généralement des tests qu'on prend. Généralement, ça peut être un test qui est administré, disons, une semaine après la formation. Vous confirmez que vous avez participé à la formation et vous devez absolument valider ce test. Il y a un pourcentage, les entreprises définissent le pourcentage, il faut absolument valider à un certain nombre de pourcentages pour pouvoir du moins confirmer que effectivement vous avez une certification parce que en ce domaine-là. Et c'est exigible pour tous les employés, c'est exigible. Il y a différents tests, dépendamment également de ce que vous faites, de votre processus, du département dans lequel vous travaillez. Il y a un ensemble de tests que vous devez valider. Et ça, c'est justement pour vérifier si exactement la connaissance ou alors l'écart de connaissance que vous avez identifié au départ a été comblé effectivement par la formation. Sinon, à quoi aura servi la formation? Posez-vous la question. Donc, c'est important de pouvoir valider l'effectivité de la connaissance acquise. Donc voilà pour ce qui est de l'étape 5, évaluation, voilà le test des connaissances. La 5e étape, c'est ce qu'on appelle le knowledge management. Le knowledge management. Pour toute organisation, quelle qu'elle soit, il est important de savoir exactement
quel est l'ensemble des connaissances ou l'ensemble des aptitudes disponibles en son sein? Ou alors quel est l'ensemble des aptitudes et connaissances que possèdent ses employés? Et pouvoir gérer efficacement cet ensemble de connaissances. Pourquoi est-ce que c'est important? Imaginez, les entreprises sont appelées à... En fait, toute entreprise ou toute organisation est appelée à grandir. Généralement, elle acquiert des nouveaux processus, de nouveaux clients, ils ont besoin de développer un nouveau département, ils ont besoin de développer un nouveau produit. Et pour cela, on a besoin de nouvelles connaissances, on a besoin des personnes, de nouvelles aptitudes. Et comment identifier si l'on a ces aptitudes ou pas? On le regarde, par exemple, on a un ensemble de personnel, quels sont les employés que nous avons qui possèdent les connaissances dont on a besoin. C'est important de le savoir. Et une entreprise ne peut pas le maîtriser si elle n'a pas mis sur pied un système de knowledge management. On appelle un système de gestion des compétences ou gestion des connaissances au sein de l'entreprise. C'est important. Et de plus, des formations internes. Une entreprise doit pouvoir identifier, par exemple, quel est l'ensemble des connaissances que ses employés ont acquis au cours de leur expérience professionnelle. Quel est l'ensemble des connaissances que les employés ont pu acquérir lors des formations internes. Et quel est l'ensemble des connaissances que les employés ont pu acquérir au cours des formations externes qui ont été sponsorisées par l'entreprise. C'est important pour pouvoir savoir comment mobiliser cette connaissance en temps de besoin. Savoir qu'au sein de tel département, on dispose de tel employé qui a des connaissances en tel domaine, et dans notre département, on a besoin justement de ces connaissances. On peut facilement mobiliser ces connaissances d'un département à un autre. Avant de recourir peut-être dans une certaine mesure au recrutement externe, qui est, à mon sens, la dernière étape après avoir identifié si on n'a pas effectivement ces connaissances en interne. Et là, maintenant, on peut rechercher ces connaissances en externe. Donc, il est important pour la 6e étape d'avoir sur pied un système de gestion des compétences, un knowledge management system, de mettre sur pied un knowledge management system efficace au sein de l'entreprise. Vous allez très certainement voir que la 6e étape nous ramène un peu à la première étape. C'est comme une transition à la première étape. Juste pour vous expliquer que ce processus est un processus linéaire, un processus autant pour moi cyclique. C'est un cycle, ce n'est pas un processus linéaire. C'est un cycle. Parce que l'étape d'identifier le Knowledge Management System permet à ce que lorsqu'on acquiert un nouveau processus ou lorsqu'on acquiert une nouvelle activité et qu'on voudrait implémenter, on essaie de se poser on se pose la question, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour cette formation, pour cette activité. Et on essaie d'identifier, est-ce qu'on a toutes ces connaissances internes au sein de l'entreprise? Si on les a, on peut y aller, on peut implémenter. Si on ne les a pas, ça veut dire qu'il y a un besoin de formation, il y a un décalage entre les connaissances qui sont indispensables pour mener à bien le processus et les connaissances disponibles, il y a un décalage. Donc il y a un écart à combler et cet écart à combler doit être fait par une formation. Et on revient à l'étape initiale, l'étape numéro 1, qui est l'identification du besoin de formation. Juste pour vous faire comprendre que c'est un processus, c'est un cycle qui va au sein de l'entreprise dépendamment du niveau d'évolution de l'entreprise. Donc voilà un peu, je vais résumer en ces 6 étapes. La première étape, c'est l'identification du besoin de formation. L'entreprise a besoin de savoir exactement est-ce que j'ai effectivement besoin de la formation, de cette formation. Est-ce que j'ai besoin de former? Ou alors si c'est un individu, il va se poser la question, ai-je vraiment besoin de cette formation? Et c'est l'objectif à atteindre qui va définir si oui ou non vous avez besoin de la formation. Est-ce que pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de cette connaissance, j'ai besoin de cette aptitude?
Donc, il y a l'identification de besoins de formation, il y a l'évaluation. La seconde étape qui est l'évaluation du besoin de formation pour savoir à quel niveau de l'échelle de production ou alors à quel niveau de l'échelle de l'entreprise on a besoin de former et quelles connaissances spécifiques des personnes dans cette chaîne de fonctionnement, à quel niveau de formation est-ce qu'ils ont besoin d'être, à quel niveau est-ce qu'ils se trouvent en termes de connaissances et quelles formations spécifiques ils ont besoin. Donc pour cette deuxième étape, l'évaluation du besoin de formation. Et ça nous permet d'aller à la troisième étape qui est la conception de la formation. On conçoit la formation en tenant compte de l'objectif à atteindre et le profil de la population cible. Et la quatrième étape, elle est la formation proprement dite. Délivrer la formation et tenir compte des choses à mener avant la formation, pendant la formation et après la formation. Et une fois qu'on a délivré la formation, il faut évaluer les connaissances, évaluer si la formation, si les connaissances qu'on voulait combler ont été effectivement comblées par la formation. Donc, évaluation de la formation. Et la sixième étape et la dernière étape, c'est le knowledge management, donc la gestion des connaissances. Donc, la gestion des connaissances acquises, la gestion des connaissances dispensées lors de la formation, qui est un élément crucial pour l'entreprise. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et j'ose espérer que j'ai pu essayer pour certaines personnes qui peut-être avaient encore des questions à se poser, pourquoi me former ou alors comment pouvoir définir si oui ou non j'ai besoin de suivre telle ou telle formation. Voilà un peu des éléments qui pourront vous aider dans le choix de faire ou non une formation. Ou alors pour des entreprises, il est important parce qu'une formation, elle coûte à l'entreprise. Ce sont des ressources financières et matérielles qu'on engage. Il faudrait qu'on puisse prendre la décision sur une base pourtant pour moi objective et qu'on puisse le faire tout en espérant attendre un retour sur cet investissement. Si on fait des dépenses, il faudrait attendre des retours sur cet investissement. Donc, pouvoir tenir compte du besoin exprimé pour la formation. Donc, je vous espérer que vous avez là un certain nombre d'éléments. Et également, je vous remercie, ou alors j'apprécierais bien vos commentaires, vos suggestions. Vous savez, comme je l'ai dit au départ, constamment on recherche un peu à tendre vers la perfection. Il faut pouvoir, et cela n'est possible qu'à travers des retours, des feedbacks, donc j'apprécierais bien vos retours, vos commentaires, vos suggestions pour pouvoir améliorer la façon de faire pour les prochaines fois. Et j'espère que nous allons continuer à échanger davantage. Je vous invite à me suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et pouvoir également consulter mon site internet que vous allez voir afficher avec les détails de contact que vous aurez là. Et également, j'espère qu'à la prochaine vidéo, nous nous retrouverons ensemble et que j'aurai reçu par avant un ensemble de feedback de vous concernant celle-ci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite tous mes voeux, je vous souhaite de bonnes choses en ce temps difficile de confinement. Observez les gestes barrières, restez chez vous, limitez les déplacements à l'extérieur et essayez de vous protéger, vous et votre entourage, et stay safe. Merci et au revoir, à bientôt.